Bonjour, donc vous avez vu, je ne suis pas bien habillé, hein, donc normalement ça aurait été avec une cravate, mais bon, c'était pas prévu. Donc je suis très heureux d'être parmi vous. L'année dernière, c'était vraiment un moment exceptionnel et je répète, je dirige toujours vers la vidéo de ma conférence plénière, ceux qui veulent savoir ce que c'est que Xtractis et l'IA décisionnelle, l'IA résonante générale. Donc je vais vous parler de trois choses. La première, c'est comment l'IA se positionne par rapport à la régulation. Parce que l'année dernière, le 4 juin 2024, la régulation n'était pas encore entrée en application. Elle avait été votée, mais elle n'était pas en application. Aujourd'hui, elle est en application. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. C'est une loi supranationale et, je rappelle, extraterritoriale. Et donc, tout le monde va devoir s'y conformer. Ceci étant dit, je rappelle que des lobbies des GAFAM font tout pour bloquer l'application de la loi. Et parce qu'ils ne la respectent pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est comment, donc ça c'est la partie responsabilité, éthique, robustesse et intelligibilité. Le deuxième point, c'est comment l'IA consomme de l'énergie, énormément d'énergie. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, encore plus d'eau douce pour refroidir les serveurs. Et donc, il faudrait peut-être des IA plus frugales. Et le dernier point, c'est ce dont tu as parlé, et Chaf a parlé aussi, c'est le modèle économique. Comment l'IA va bouleverser finalement la façon de vendre du service aux entreprises. Donc, je commencerai par l'AI Act. Donc, moi, je fais de l'IA depuis 41 ans, donc ça fait très très longtemps, et je défends une IA particulière, donc je ne défends pas les IA génératives, je défends les IA décisionnelles, celles qui prennent des décisions. L'IA générative, au départ, c'était développé pour pratiquer la conversation, ce qui n'est pas la même chose. Je peux converser avec éloquence en étant un sophiste, c'est-à-dire je vous fais croire que mon discours est juste alors qu'il est faux, ChatGPT. D'accord, c'est un idiot socratique, donc il ne sait pas qu'il ne sait pas, donc il croit savoir, et il pense qu'il est obligé de vous répondre systématiquement, même si c'est faux, par rapport à Xtractis, que j'ai éduqué, selon mon maître Socrate, à être un sage, un ignorant sage, c'est-à-dire quand il sait qu'il ne sait pas, il se tait, et il ne raconte pas de bêtises. Et il me dit, Zied, je ne sais pas répondre à ce problème-là. Et ça, c'est très très important, parce que le non-résultat est un résultat à part entière. Donc, Xtractis, comme je vous l'ai expliqué l'année dernière, donc ceux qui sont intéressés, je vous invite à revoir les 1h09 minutes de la conférence de l'année dernière, ou aller sur le site et vous verrez donc pas mal de choses, ou me suivre sur LinkedIn, je poste énormément de choses. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, je me distancie de l'IA classique. L'IA classique, en fait, aujourd'hui, c'est l'IA connexionniste, les réseaux de neurones. Je rappelle que tous les LLM sont des réseaux de neurones. Et je rappelle un point très très important, c'est qu'un réseau de neurones ne raisonne pas. Pour raisonner, il faut des connaissances, et les connaissances sont nécessairement intelligibles. Or, un réseau de neurones ne manipule que des nombres. Pour raisonner, vous manipulez des concepts, ce qui n'est pas la même chose. Et je rappelle que, on pourrait se dire, mais ChatGPT, comment il s'en sort avec le texte? Eh bien, il transforme tout le texte en nombres, et il travaille sur des nombres. Donc ça, c'est le premier point. Donc moi, je défends une IA qui est à la fois robuste et intelligible. C'est les termes que vous m'avez entendus, sur lesquels j'ai insisté énormément l'année dernière. La robustesse, c'est le minimum syndical pour une IA décisionnelle, c'est-à-dire c'est la performance en situation inconnue. Et ensuite, je rajoute le deuxième objectif qui est super, méga important, eu égard au AI Act, c'est l'intelligibilité. Et l'intelligibilité, vous remontez à Platon, Descartes, en droit, l'intelligibilité, c'est la capacité de notre cerveau humain à comprendre l'intégralité de quelque chose. En l'occurrence ici, de la stratégie de décision de mon IA. Eh ben, je vous défie de comprendre comment un ChatGPT fonctionne. Les concepteurs même d'un réseau de neurones ne savent pas comment le réseau de neurones fonctionne. Alors, si c'est pour discuter, ce n'est pas un grand problème. Encore que, si je suis dépressif et que ChatGPT me conseille de me suicider, ce qui est arrivé,
eh ben, c'est dramatique, parce que la conséquence de cette conversation a entraîné des morts. Si ChatGPT me conseille d'utiliser de la colle pour coller mon fromage sur une pizza parce que mon fromage glisse, c'est des cas réels, ça aussi, ça peut être un problème. Donc vous voyez que la conversation peut induire des décisions gravissimes pour la personne qui utilise l'IA. Et là, l'AI Act, à grand galop, va défendre les citoyens européens, puisque chaque concepteur d'IA sera responsable de son produit. Mais ça, on n'a même pas eu besoin des actes. Le droit dit que chaque fois que vous vendez un produit, vous êtes responsable des dégâts causés par votre produit. Mais au moins, c'est clair, net et précis. Donc, on a un niveau de risque. Cette année, c'est les IA à risque inacceptable sur lesquels s'applique le AI Act. Et dès l'année prochaine, 2026 et demain, ça sera la classe de risque qui m'intéresse le plus. Ce sont les systèmes de décision à haut risque. Et là, vous retrouvez la santé, la finance, les transports, j'en passe et des meilleurs. Donc, vous voyez que ça, c'est un point extrêmement important. Sachez que aucune, je dis bien aucune IA générative ne sera capable d'atteindre ce deuxième objectif d'intelligibilité, puisque par définition, c'est un système opaque. Je préfère système opaque à boîte noire. Comme ma fille Lina me dit, papa, un système noir transparent, on voit à travers. Un système blanc, une boîte blanche opaque, on ne voit pas à travers. Donc c'est bien l'opacité et la transparence qui sont importantes. Ça, c'est un point très très important sur lequel je voulais insister. Et donc, Cocorico, la seule IA au monde à respecter les deux critères à la fois, c'est Xtractis. Et ça depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 2003, donc 22 ans. Donc ça, c'est le premier point. Donc la nécessité de respect de AI Act. Encore une fois, je vous assure, c'est exactement comme le RGPD. Tout le monde a dit, on n'a rien à foutre du RGPD. Et surtout les GAFAM. Eh bien, heureusement qu'il y a le RGPD pour ne pas faire n'importe quoi. Et je parle des citoyens européens. Mais vous savez, un humain européen ou africain ou asiatique, c'est un humain. Et donc, il demandera la même chose dans ses pays respectifs. Le deuxième point, c'est la consommation énergétique. Les réseaux de neurones travaillent avec du calcul tensoriel, c'est de l'extension des calculs matriciels, et donc utilisent des cartes GPU. Pourquoi ? Parce que les cartes GPU, à l'époque, ont été développées pour les jeux vidéo, et les jeux vidéo, ça revient du calcul matriciel. Donc c'est pour ça qu'on utilise les cartes GPU. L'inconvénient des cartes GPU, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Et donc, vous avez maintenant des GAFAM qui achètent des centrales nucléaires pour faire tourner leur IA. À la rigueur, centrale nucléaire, s'il n'y a pas d'explosion, c'est une énergie verte. Mais moi, ce qui me questionne le plus, c'est surtout l'eau qui est consommée pour refroidir les serveurs. Et donc c'est de l'eau douce, parce que l'eau salée corrode les tuyaux, et donc vous voyez, quand on voit ce qui se passe en Afrique et bientôt au sud de l'Europe, dire je vais consommer beaucoup d'eau, hein, on dit un demi-litre lorsque vous faites une interaction avec ChatGPT de 20 questions, eh ben, désolé, mais moi, je préfère de l'eau douce et sauver des vies plutôt que de faire la parlotte avec ChatGPT. Vous voyez, donc il y a quand même un point très très important à prendre en compte, c'est cette conversation finalement, même si elle nous fait plaisir, a un coût très très important. Et vous savez que le ChatGPT qui vous flatte, et vous lui dites merci, eh ben ça coûte de l'argent, le fait de dire merci. Et évidemment, les GAFAM ont intérêt à ce que vous continuez à discuter parce qu'ils gagnent. Donc ils gagnent au token et donc ils gagnent de l'argent. Plus vous restez à discuter, plus ils gagnent de l'argent. Mais plus vous discutez et plus vous consommez d'énergie au détriment d'autres personnes. Donc ça, c'est un point qui m'interpelle énormément. Et donc, évidemment, encore une fois, comme vous me connaissez, je suis un rebelle en tout, en maths et de partout. Et bien là, je renverse encore la table. Et je dis, Xtractis est la seule IA au monde à n'utiliser que du calcul CPU. Et aucune GPU. On me dit, ouais, mais Ziad, il est nul, il ne sait pas utiliser le GPU. Ah ben non, j'étais le premier, parmi les premiers, à détourner les GPU pour Xtractis en 2005.
lorsque NVIDIA même ne savait pas qu'on pouvait utiliser les cartes GPU pour l'IA. Parce qu'à l'époque, le CPU ne tournait pas très très vite et il me fallait de la vitesse de calcul. Et donc je me suis dit, puisque c'est des calculs mathématiques, pourtant on pourrait peut-être certainement l'utiliser. Et j'ai montré que c'était possible. Entre-temps, quand ils ont su ça, ils m'ont envoyé une jolie lettre en me disant « Professeur Zaïla, vous n'avez plus le droit d'utiliser ces cartes-là ». Moi, je pensais qu'on allait faire un partenariat. Et ils m'ont dit « Vous n'avez plus le droit d'utiliser ces cartes-là, qui coûtaient 1 000 $, les cartes de jeux vidéo. Vous êtes obligé maintenant, par licence, d'utiliser ces cartes-là, et qui sont spéciales IA, même caractéristiques techniques, un joli coffret argenté et 10 000 $ la carte ». Et là, j'ai dit « Je ne peux plus ». Et de toutes les façons, les cartes GPU ont des limites, puisque ça ne fait que des sommes produits, alors qu'en mathématiques du flou, on utilise des opérations mathématiques plus sophistiquées, et puis c'est limité en mémoire. Donc ça ne sert pas à grand-chose, et donc aujourd'hui, on fait que de la CPU. Et donc, du coup, en termes d'économie, tenez-vous bien, on économise 85% du prix du serveur GPU. 85%. Ah ben, là, on remet encore de la CPU, et on met des licences Xtractis. Donc, l'avantage, on a parlé de je suis prof, donc mes étudiants interdits d'utiliser l'IA générative. Je tiens à rappeler quand même que l'IA générative aux États-Unis est utilisée pour tricher et que les profs ne savent plus évaluer leurs étudiants puisqu'ils l'évaluent, qu'ils ont toujours les mêmes réponses et c'est l'IA générative qu'ils évaluent finalement. Et je ne savais pas, mais le volume de cahiers bleus aux États-Unis ne fait qu'augmenter. Je me suis dit, mais c'est quoi le cahier bleu? C'est le cahier de rédaction manuelle des examens. Problème, les étudiants ne savent plus écrire en manuscrit. Vous comprenez? Moi, 4h30, 6h pour les tiers-temps, eh ben, c'est papier-crayon et on phosphore, et ce n'est pas du QCM, hein, c'est vraiment de la démonstration. J'évalue la cervelle de mes étudiants en boîte transparente et non pas en boîte opaque qui serait le QCM. Donc vous voyez, là aussi, c'est un point très très important. L'IA générative, c'est bien pour synthétiser une réunion comme celle-ci, parce qu'on sait très très bien quelles sont les informations qui sont transmises, mais si c'est pour aller sur le net et compiler des choses qui n'ont rien à voir avec des sphères soit extrémistes, soit qui se disent être scientifiques alors qu'elles ne le sont pas, eh ben, il n'y a plus de science. Il n'y a plus de science. Vous voyez, c'est ça, c'est le danger que je vois. Donc l'IA, pour moi, elle n'est pas au niveau tant de l'enseignement. Moi, je vais vous dire une chose. Xtractis est utilisé pour 2 applications particulières. La première, c'est pour faire de la science. C'est une IA scientifique, puisqu'elle est capable de produire automatiquement de la connaissance robuste. Et je vous assure que les thèses de doctorat, ça, beaucoup de mes collègues ne veulent pas en entendre parler, mais je l'ai prouvé, les thèses de doctorat avec Xtractis se terminent en quelques mois. Et Bac+2. Bac+2, quelques mois, à l'Assemblée nationale. J'avais un séminaire exceptionnel, sous l'égide d'ailleurs du sommet de Paris pour l'action sur l'IA, puisque c'était sponsorisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le haut patronage de la présidence de la République, qui m'ont demandé un séminaire complet sur Xtractis. J'ai insisté sur ça et j'ai montré comment mes étudiants, mes spartiates, comme je les appelle, mes spartiates, Bac+2, ceux qui ont fait mathématiques du flou, à Bac+2 avec Xtractis, résolvent des problèmes qu'aucune équipe de neurologie, par exemple, au monde, n'avait réussi à faire. C'était diagnostic automatique de crise d'épilepsie à partir de l'analyse d'électroencéphalogramme. Et ça en un mois plein. Donc c'est réparti sur 5 mois, 250 heures, mais c'est un mois plein. Donc vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant. Dernièrement, on a sauvé une thèse de doctorat pour prédire la porosité d'un réservoir à hydrogène en matériaux composites, problème très complexe, 2 ans de déshérence. En 3 mois, c'était bouclé. Et Xtractis a dit, vous avez 3 variables à prédire. La première, je ne peux pas le faire, sagesse socratique. La deuxième, je ne peux pas la faire, sagesse socratique. La troisième, voilà le meilleur modèle, 7,94% d'erreurs en situation inconnue. Et c'était le meilleur qu'on pouvait faire. Ils avaient 40% d'erreurs, mes collègues de l'autre côté. Et juste avec 3 mois et un modèle, 5 publications de rang. Vous voyez, c'est ça, la science. C'est la science qui est faite est faite grâce à un exocerveau. Je rappelle un point fondamental. Un 200 de QI ou une 200 de QI, ce qui est hyper méga exceptionnel, ne peut pas dépasser 10 variables en simultané de façon consciente. Là, pour le réservoir, on était à 58 dimensions. Ils voulaient le faire 2 à 2. J'aurais dit, mais ça ne va pas, non? Ça, c'est l'approche cartésienne. Comme appellent mes étudiants l'approche zalilienne, c'est l'approche holistique décrémentale floue, ça n'a rien à voir avec l'approche cartésienne.
Et ça, je vous l'ai expliqué l'année dernière. Et bien, Extractis, je l'ai éduqué à avoir une approche holistique décrémentale floue. Ça veut dire que si en épigénétique, on a 27 000 variables pour nous caractériser de façon génomique et environnementale, donc épigénétique, eh ben, en première intention, chaque robot devra créer un modèle à 27 000 variables. Aucune personne au monde n'est capable de le faire. Donc ça, c'est la première application. Deuxième application, c'est les systèmes à haut risque. Et je rappelle quand même un point important, puisque j'ai vu que l'un de vos sponsors, non, c'était Randstad, oui, Randstad, eh ben, c'est sélection de candidature, d'accord? Eh ben, sachez que la sélection de candidats est une application à haut risque. Parce que qui me dit que votre réseau de neurones n'est pas raciste? Eh ben, on ne le sait pas, puisque vous ne savez pas comment il prend ses décisions. Alors qu'avec Extractis, et je l'ai montré lors du séminaire, la conférence plénière AI Act, j'ai montré comment Extractis était la seule IA à pouvoir débusquer les biais dans les bases de données en sortant les règles racistes et les règles misogynes de genre et d'âge. Et donc, on détecte les erreurs. Donc ça, et le dernier point, c'est qu'est-ce que ça va changer au niveau modèle économique? Eh ben, en 2003, j'ai été le premier à avoir compulsé le code de propriété intellectuelle pour savoir comment je pouvais vendre mes licences Extractis. J'en suis l'inventeur, détenteur des droits. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un paramètre qui était important pour les logiciels, c'est la durée. Jusqu'alors, vous achetiez un logiciel et à vie. Et donc, c'était une licence à durée d'usage, à durée perpétuelle. On a l'impression que c'était notre Word à nous. En fait, non. Vous achetez un droit d'usage à licence perpétuelle. Mais la propriété intellectuelle restait toujours celle de Microsoft. Et ben, je me suis dit, puisque je veux rester indépendant, ce que Idagré est encore indépendante, et ben, sans être baqué par un fonds US ou que sais-je, sinon je ne serais pas là pour vous en parler, et ben, je dois maintenir un flux récurrent de financement. Et donc, j'ai opté pour la licence à durée temporaire. Aujourd'hui, on a crié au scandale en disant « Tu es complètement fou, ça ne marchera jamais ». 22 ans après, il n'y a pas un seul éditeur de logiciels qui n'utilise pas ce modèle économique de licence temporaire, à durée temporaire. Donc on appelle ça les abonnements. Le deuxième point, et qui est plus grave, je dirais, donc on loue en fait Extractis comme si vous embauchiez des chercheurs. Au moment où je vous parle, il y a 1700 robots qui travaillent, qui résolvent des problèmes à 25 à 39 centimes de l'heure. Même le data scientist de centre QI kényan, qui demandera 2 $ de l'heure, il est déjà disrupté. D'accord? Et là, vous voyez que ça change vachement la donne, parce que avec des IA, vous faites mieux qu'un être humain. Donc on parlait, là j'ai vu, il y a super intelligence, oui. Quand on dit que l'IA n'existe pas, Luc Julia, je dis, tu racontes n'importe quoi. L'IA décisionnelle, celle dont je vous parle, elle est capable de découvrir des choses qui échappent totalement à notre entendement. Et le dernier point, j'ai parlé de la partie logicielle, mais la partie prestation de service, là aussi, j'ai innové à l'époque en 2003, en rajoutant à la ligne homme, à la ligne serveur, la ligne robot. On me dit, mais ça ne va pas, non? Pourquoi tu vas rajouter les... Je dis, bah, c'est eux qui vont travailler, et donc il faudra payer en fait, pour amortir les coûts de R&D qui ont été nécessaires pour les robots. Aujourd'hui, les sociétés de consulting sont confrontées à ce problème, et je terminerai là-dessus. Elles ne peuvent plus vendre du temps homme, puisque c'est Extractis qui résout le problème. Le temps homme, c'est une infime partie, c'est pour positionner le problème. C'est très, très important. Donc, ne remplace pas l'humain. Comme je le dis, c'est notre cerveau humain qui pose le problème complexe qu'il ne saura jamais résoudre. Et c'est mon exocerveau qui va résoudre le problème complexe qu'il ne saura jamais poser. Ce n'est pas Extractis qui va dire, tiens, aujourd'hui, je vais m'intéresser à la rétinopathie diabétique. C'est moi qui lui demande de le faire. C'est moi qui pose le problème. Donc, vous voyez, là aussi, au niveau modèle économique, ça va être chamboulé, puisque les sociétés de services qui vendaient jusqu'alors, leur modèle économique était sur la vente de temps homme, seront obligés de faire ce que j'avais proposé il y a 22 ans, c'est de vendre du temps robot. Vous voyez? Et là, vous placez le prix que vous voulez pour résoudre le problème. À 30 centimes de l'heure, je vous assure, il y a des use cases qui sont à 17 €
la résolution du problème pour l'identification de drones, je vous défie de résoudre le problème avec 17 € de licence. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que ça permet d'aller vite et d'éviter de s'égarer dans des voies de recherche qui sont complètement sans solution. Je vous remercie. Merci Ziad. Merci.